Les enregistrements intégraux qui incluent l'heure, voire l'heure et demie de questions-réponses qui suit chaque webinaire est disponible pour tous les membres privilégiés qui sont abonnés pour avoir accès à… Il y a une liste qui s'allonge quand même, il y en a déjà plus de 50. Les membres privilégiés, je vous le rappelle, ont accès à tous les enregistrements intégraux des webinaires et sont invités à participer une fois par mois aux séances de questions de coaching commun Aroma Pro. Et ça, rien que ça a une valeur qui dépasse tout, je dirais. C'est là où vous êtes mélangés avec les vrais, les durs à cuire, de l'aromathérapie. Ok, donc on va commencer sur ces belles paroles. Ça va, tout le monde a réussi. Ouais, c'est en train, c'est bien. Donc, aujourd'hui, on parle des vaccins. J'ai envie de dire no comment parce que c'est même pas comme si on vous donnait le choix, ni d'adapter la situation aux besoins de tout le monde, malheureusement. Je ne suis pas une anti-vaccin du tout. Moi, j'ai vacciné les miens jusqu'à un certain point, mes enfants. La dernière fois que je les ai fait vacciner, je le dis souvent, c'est parce qu'on vivait en Chine et que ma fille avait un voyage à faire en Chine profonde avec la classe, et je me suis dit, bon, s'il arrive quoi que ce soit là-bas et qu'elle n'a pas au moins d'été polio, il risque de lui faire avec un produit très très douteux comme tous ceux qu'on trouve en Chine. Il y a énormément d'imitations en Chine. Et nous, à Hong Kong, là où je travaillais, on avait beaucoup de gens qui venaient de Pékin se faire soigner chez nous parce qu'ils voulaient être sûrs de ne pas être traités avec des imitations. Et donc, je savais que si mes enfants allaient n'importe où en Asie et qu'il leur arrivait un accident, qu'ils avaient une plaie ouverte, j'en sais rien, et que s'ils n'avaient pas au moins un DT polio, un certificat de DT polio, on risquait de leur en faire un sur place. Et j'étais sûre, je savais que le produit qu'on allait utiliser pour eux n'allait pas forcément être quelque chose que j'ai envie qu'on leur injecte. Même si le DT polio, à la base, c'est pas ce qu'il y a de plus génial, mais enfin, au moins, c'est pas ce qu'il y a de plus dégueu au niveau des vaccins. Mais je trouvais que, bon, c'est le seul qui m'a vraiment donné, c'est le seul pour lequel j'ai réellement adhéré pour mes enfants. Et donc, ça date maintenant, parce que ça fait… ah oui, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, enfin, de toute manière, maintenant, ils n'ont plus aucune raison, mais bon, ouais, mon fils est parti grimper l'Annapurna au fin fond du fin fond, et ma fille au fin fond de la Chine. Donc là, ça se justifiait. Et ils avaient plus de 10 ans, tous les deux. Maintenant, c'est des vieux. Bon, depuis, mon fils est dans l'armée, donc il a eu la dose, la super dose. Mais ma fille, je suis bien contente qu'elle n'en ait pas eu plus, parce que je suis en train de la traiter pour une intoxication aux métaux lourds. Elle a des niveaux de métaux qui font peur, et c'est extrêmement compliqué de lui retirer tout ça. Et je dirais que c'est pas le danger le plus important des vaccins, mais pour moi, ça fait partie d'une menace qui est, même si elle ne concerne pas absolument tout le monde, ceux sur lesquels ça tombe en bavent beaucoup, beaucoup. Et une fois que c'est là, ou ça vous grille le cerveau et ça vous donne un bébé à qui ça arrive tout le temps, qui sort de là inerte, ou ça arrive plus tard, et bon, vous contentez à la limite d'une intoxication en métaux lourds ou d'un niveau de métaux trop élevé, et à ce moment-là, bon, vous avez, ça se soigne. Il y a eu pas mal de cas de choses qui ne se soignaient pas. Donc maintenant, c'est un petit peu jouer à la roulette russe, parce que jusqu'à ce que votre enfant ait un certain âge, vous ne pouvez pas vraiment savoir. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui quand même. Il faut que vous puissiez savoir quoi faire pour arrondir les angles et éviter le pire si c'est possible. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça « Ne laissez pas le ciel vous tomber sur la tête », parce qu'il y a des parents à qui c'est le cas. Il y a des parents qui m'ont contacté et chez qui le ciel était tombé sur la tête, parce qu'ils se sont retrouvés avec une poupée de chiffon.
à la place de leur enfant. Alors, je veux bien qu'on dise que ça n'a aucun rapport. Je trouve ça très facile de dire que ça n'a aucun rapport, surtout qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de cas qui se reproduisent exactement de la même façon, qui apparaissent de la même façon et qui ont les mêmes symptômes. Alors, il y a un moment où il ne faut quand même pas être complètement obtus, et j'en ai rencontré. Et si je n'avais pas rencontré, peut-être que je serais là à vous dire, il ne faut pas généraliser, mais je les ai vus. Je sais exactement tous, j'ai pu comparer, je sais comment ça s'est passé et j'ai pu comparer comment ça s'est passé et pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Donc, ce cours est dédié aux mamans. Et j'ai envie de dire un peu comme celle-là. Celle-là, elle s'appelle Jenny. C'est une fille que j'ai rencontrée à Hong Kong, tiens, il y a un certain temps maintenant, elle est aux États-Unis. Et quand je l'ai rencontrée, on n'aurait pas imaginé qu'un jour, ce serait... C'est une fille qui était... on appelle ça les nanas les danseuses de Playboy avec les oreilles de lapin, la petite queue de lapin et le costume très... ouais, donc quand j'ai connu Jenny, elle était danseuse Playboy, blonde, avec tout ce qu'il faut partout. Enfin, à ce moment-là, elle était pas... Elle allait en fait se refaire faire tout ce qu'il faut pour avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Elle n'était pas encore, elle était sur le point de... Elle est passée par un peu beaucoup de bistouri, mais enfin, ça passe très bien aujourd'hui. Et donc, elle n'aurait pas... C'est passé très vite. En moins de 2, elle est passée de bunny girl à cette maman-là, complètement gâteuse de son fils. Ça vous arrive très vite. Souvent, vous n'avez pas le temps de dire ouf. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'étais pas censée avoir d'enfant. On m'avait toujours dit que je ne pourrais pas. Et j'en ai quand même eu 2. Et c'est vrai que du coup, quand ça vous arrive, ou vous avez eu le temps de fantasmer dessus et vous vous êtes dit, ouais, moi, quand j'aurai un enfant, il lui arrivera pas ça, il lui arrivera pas ci. Ou alors, vous n'avez pas le temps de dire ouf, comme moi. Moi, j'ai vraiment, tellement, ça m'est tombé dessus, comme le ciel peut vous tomber sur la tête. Et vous devez apprendre très, 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 très vite. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai laissé faire à ma fille et que je n'ai pas laissé faire à mon fils. Et aujourd'hui, ça se voit d'ailleurs. On voit la différence. Mais ce que je sais, c'est que qu'on s'y attende ou qu'on ne s'y attende pas, votre bébé, c'est ce que vous aimez le plus au monde. Et quand vous avez le premier, en général, vous avez beaucoup de mal à imaginer que vous allez pouvoir aimer autant le prochain, quand il y en a un, finalement. Mais si, en fait, si. Voilà, mais juste pas pareil. Et ce que vous ne supportez pas, c'est que quelqu'un lui fasse du mal. Alors, évidemment, vous avez vous vous retrouvez entre 2 situations, quoi. Le protéger ou la protéger et en même temps éviter que quelque chose de gravissime lui arrive. Alors, vous faites de votre mieux pour prendre les bonnes décisions et souvent, ça signifie laisser quelqu'un d'autre décider à votre place. Même si, au fond de vous, vous n'êtes pas forcément convaincu. Et je crois que ce que j'ai envie de faire passer le plus aux femmes aujourd'hui, aux mamans, c'est que c'est vous qui avez raison. Et que ce n'est pas parce qu'il y a une bande de mecs en blanc qui ont fait 10 ans d'études, qui du coup s'imaginent qu'ils sont plus capables que vous de prendre les bonnes décisions pour votre bébé. Ce n'est pas parce qu'ils existent que vous devez remettre en arrière et tout ce que vous ressentez. Moi, je sais que ma fille était dans une pouponnière, des rangées de bébés emmaillotés, tous pareils. Je les voyais tous de dos. Je savais exactement quelle était la mienne là-dedans. Les premières fois qu'ils ont essayé de lui faire des choses, j'étais comme une tigresse et j'étais les griffes en arrière. Je leur ai dit, les mecs, vous approchez même pas de mon bébé. C'est oubli. Vous ne touchez pas. Vous laissez son petit corps bosser tranquille. Quand on a ça, la médecine, elle peut aller se rhabiller, je suis désolée. Pas la médecine. Vous savez, ici, il y a un bouquin qui est trop marrant. J'aurais bien aimé que ça existe en français.
C'est écrit d'ailleurs par un pédiatre qui était moins con que les autres, qui a dit comment élever un enfant en bonne santé en dépit de son pédiatre. Je ne dis pas que tous les pédiatres sont des abrutis, mais ils ont des directives à suivre. Et une chose est sûre, c'est qu'ils ne connaîtront jamais autant votre bébé que vous. Et que s'il arrive quoi que ce soit de grave à votre bébé, à la suite de l'injection de quoi que ce soit, lui, il est couvert. L'industrie pharmaceutique est couverte, mais vous devez vivre avec votre poupée de chiffon qui ne parle plus, qui ne boit plus, qui ne mange plus, qui ne marchera jamais. Et vous n'aurez pas assez du restant de vos jours pour y penser. Bref, l'important, c'est que vous appreniez ce qu'il faut pour vous donner le maximum de confiance en vous, puisque tout autour de vous va se comment je peux dire en français, enfin, va se rassembler pour vous en empêcher, pour que vous n'ayez pas cette confiance. Et pour que vous ayez confiance, il faut que vous vous enrichissiez avec du matériel, que vous en essayiez, que vous fassiez vos expériences. Et moi, j'essaye de vous aider à faire les bons choix. Alors, d'abord, il y a quelques faits. Bon. Ce qu'un gouvernement veut éviter, c'est qu'on l'accuse de négligence. Donc, de ne pas faire ce qu'il faut pour protéger sa population. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais bon, parfois, ils voient le problème par le petit bout de la lorgnette. Ils voient un troupeau d'idiots qui ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions, à qui il faut imposer un comportement pour le bien général. Ici, aux États-Unis, on a le Congrès et la Cour suprême américaine qui ont conclu, c'est la Cour suprême qui a conclu ça, que les vaccins imposés par le gouvernement américain sont inévitablement risqués à prendre. Il y a un risque. Mais bon, ils préfèrent risquer la vie d'un petit nombre pour que le plus grand nombre soit protégé. Okay, c'est une façon de voir les choses. Et c'est exactement les mêmes risques en France. C'est même les mêmes vaccins. Donc, c'est ce qui a précipité la décision de donner l'immunité aux grands groupes pharmaceutiques. Les grands groupes pharmaceutiques, ici aux États-Unis, enfin ici, c'est très courant d'aller poursuivre en justice quelque chose, un médecin, une procédure, un hôpital, bon, des médicaments. Mais on ne peut rien faire contre les boîtes qui font des vaccins. Absolument rien. Ils ont l'immunité totale. Que votre bébé ait quoi que ce soit à la suite d'une injection, vous ne pouvez absolument rien faire. Okay, donc, c'est vachement important à savoir. Et donc, c'est ce qui donne au laboratoire toute la liberté d'élaborer plein de vaccins sans garantie de sécurité. Et curieusement, les vaccins, d'ailleurs, c'est toujours ce qui est le moins testé et ce qui est le plus manipulé en termes de résultats de tests par rapport aux médicaments qui, eux, ont des règles, je veux dire, sont soumis à des investigations beaucoup plus poussées. Parce que là, on peut poursuivre la boîte en question. Alors là, ici, ça part tout de suite dans des... On peut se faire beaucoup d'argent quand on a des problèmes, mais bon, est-ce que ça vaut ça? Donc, enfin bref, il faut le savoir, un vaccin représentera toujours un risque et parfois le risque est à prendre car le vaccin peut être une bonne chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait avec le DT Polio pour que j'ai l'esprit tranquille quand mes enfants sont partis faire leur petit voyage de plusieurs semaines au fin fond du fin fond. Mais pourquoi est-ce qu'on va aller donner l'hépatite B à un bébé à la naissance? Ça, c'est un truc, je me les bouffe parce que j'ai laissé faire ça à ma fille et j'ai jamais laissé faire ça à mon fils. Mais bon, encore une fois, quand c'est le premier, on fait des conneries, on ne sait pas. Pareil pour la varicelle. Mais moi, j'ai toujours tout fait pour que mes gosses aient la varicelle. Bon, ce qui est marrant, c'est que dans le tas, il y en a un des deux qui a été vacciné et pas l'autre. Mais ils ont quand même tous les deux attrapé la varicelle, ce qui est déjà ça, ce qui montre à quel point le vaccin est efficace. Mais c'est pratiquement partout la même chose. Moi, j'aime bien comparer ce qui se passe ici. Bon, moi, je vis aux États-Unis, mes gosses sont américains. Je n'ai que des exemples d'ici, à part ceux de mes clientes qui sont en France ou ailleurs d'ailleurs.
Mais c'est vrai qu'ici, on est un grand pays constitué d'une énorme variété ethnique. La France, ça couvre à peine la taille d'un des 40 États. Mais malgré tout, ici aux States, on n'a pas une liste aussi longue de vaccins obligatoires, par contre. Donc ici, chez les bébés jusqu'à 6 mois, 18 mois, il y a ADT, polio, coqueluche, hépatite B, influenza, donc c'est la grippe et pneumocoque. Alors qu'en France, je crois que le calendrier vaccinal des enfants jusqu'à 2 ans compte diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillon, rubéole, influenza, pneumocoque, méningocoque C. Bon, je veux dire, les pauvres gosses, les 2 premières années de leur vie, ça fait mal quand même. Alors, je sais, pour les avoir vus, que les enfants qui réagissent fortement au vaccin ne sont pas un mythe, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de loin. Et bon, en tant que thérapeute, là, nous, on est comme des idiots. Qu'est-ce qu'on peut dire à des parents qui disent « Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est essayer de protéger mon bébé le plus possible. » Et bon, bah, il n'y a rien. C'est foutu. Quand le cerveau est grillé, le cerveau est grillé. Voilà. C'est trop tard. Et donc, il est complètement légitime de se méfier. Donc, mais peut-on ne pas se méfier lorsqu'on se prépare à faire injecter des substances à innocuité non prouvées et qui ne soient même pas vérifiées dans un bébé, dont l'immunité n'est pas terminée en plus. L'anus, c'est une cochonnerie. Alors, ils disent oui, les doses sont toutes petites, mais les doses sont toutes petites, mais bien sûr, mais il y a des enfants qui, dès le départ, ont une dose de toxicité aux métaux qu'ils ont récupéré la gestation. Ils naissent avec ce niveau de toxicité-là. Hein, bah, j'en ai connu. Les pédiatres ne voulaient pas le croire jusqu'à ce que finalement ils acceptent de faire des tests et là, ils se disent mais mon Dieu, mais d'où est-ce que ce bébé a pu sortir autant de métaux? Bah, il suffisait que la mère pendant sa grossesse soit à la proximité d'un aéroport. Et ben voilà. Et c'est un aéroport, moi celle que je connais, c'est un aéroport militaire. Elle n'était pas loin, elle a fait toute sa grossesse autour, elle a bu de l'eau qui était complètement contaminée sans le savoir. Le gamin est né avec un niveau d'alu et de mercure incompréhensible. Et au premier appel, bing, c'était foutu, il était autiste. Ce n'est pas une maladie qui vient du comportement. C'est quelque chose qui peut apparaître avec la goutte qui fait déborder le vase. Alors, l'Agence américaine de protection environnementale a procédé à des tests de tolérance à l'aluminium ingéré oralement sur des rats. Alors, c'est les résultats de ces tests qui ont permis de justifier le niveau d'adjuvant utilisé dans des vaccins. Mais l'aluminium ingéré et l'aluminium injecté, ça n'a rien à voir. Okay, les 2 voies d'administration ne produisent pas du tout les mêmes effets. Ingéré, il y a 0,25% qui est absorbé, alors qu'injecté, il est absorbé à 100% par les muscles, tous les organes, inclus le cerveau, sachant que l'aluminium va directement comme tous les métaux lourds, dans ce qui est gras, donc dans les terminaisons nerveuses, le cerveau, tout ça c'est du gras. Hein, et c'est là que ça va créer de l'inflammation, hein, et tout ce qui vient avec l'inflammation. Donc, il y a d'autres études sur les animaux qui ont permis de confirmer le lien entre l'inoculation d'aluminium répété et de sévères répercussions neurologiques sur le comportement. C'est une façon d'appeler aussi les problèmes d'autisme, de TDAH, etc. Hein. Et donc, ça comprend aussi l'altération de l'expression de certains gènes, hein, leur impact dans le cerveau. Et il n'y a rien de plus dangereux que ce qui touche au cerveau. Et donc, pour qu'un adulte reçoive le même montant d'aluminium par kilo qu'un enfant à l'âge de 2 mois, il lui faudrait 34 doses de vaccin contre l'hépatite B en une journée. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faudrait donner à un adulte. 34 doses pour que ça corresponde à la même chose que ce qu'un bébé de 2 mois a déjà récupéré.
Bon, ici aux États-Unis, il y a des médecins qui sont rassemblés pour protéger les clients contre l'obligation vaccinale, le consentement informé. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes gosses sont nés et ont grandi jusqu'à un certain âge en Californie et j'ai toujours eu droit à des exonérations. J'ai toujours tombé sur des toubibs sympas qui m'ont évité le pire avec eux. À Hong Kong, alors ça, passer entre les gouttes facile. Mais bon, maintenant, ça a complètement changé. Heureusement qu'on n'y est plus et surtout, heureusement que c'est des vieux. Mais donc, il y a ce groupe de médecins qui veut mettre en avant le consentement informé. Et sur la page d'accueil de leur site, ils écrivent « Il est de notre responsabilité de protéger nos patients. Ne les laissons pas tomber. » Parce qu'il y a des directives gouvernementales qui imposent un certain… Enfin, d'ailleurs, maintenant, les pauvres médecins, ils n'ont plus le droit de faire quoi que ce soit en fonction de leur honnête jugement, appréciation, éthique, etc. Ils n'ont plus aucun choix, si ce n'est de faire que ce qu'on leur impose, hein, c'est clair. Et donc, il dit que sur leur site, on voit que pour eux, ce sont les médecins et non pas les politiciens qui devraient prendre des décisions médicales pour les enfants, évidemment. Et donc, il demande à ce que le gouvernement se maintienne à l'écart d'une des conversations les plus importantes qu'un parent puisse avoir avec un pédiatre, sachant que, encore une fois, c'est marqué partout, ça devrait être répété et répété, ce n'est pas anodin, et ça devrait être, le vaccin devrait être administré que quand on est sûr qu'il n'y a pas de risque sur qui que ce soit. Bon. Maintenant, il faudrait que les médecins français en fassent autant, mais malheureusement, on leur coupe le bec. D'ailleurs, en 2009, le Figaro nous informait que le laboratoire français, déjà leader mondial du vaccin, vient de racheter le groupe indien de vaccins Santa Biotechnique et de lancer la construction d'une usine au Mexique. La filiale Sanofi Pasteur a investi au printemps 350 millions d'euros dans une usine de vaccins contre la dengue qui touche 250 millions de personnes chaque année. Alors, au moins, la dengue, ça sert à quelque chose, hein, ça c'est clair. On ne va pas aller vacciner des bébés contre la dengue. Hein. Mais il y a quand même 150 vaccins à l'époque où j'ai écrit ce webinaire qui était à l'étude. Maintenant, avec notre histoire de Covid, je vais vous dire que tout le monde se jette dessus. Hein. Ça, c'est la manne sur laquelle il faut se jeter. Alors, vous comprenez combien déjà 11 vaccins peuvent sembler une goutte d'eau dans ce qui a pu être proposé au gouvernement. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que ce choix de 11 vaccins soit justifié par cette phrase. L'insuffisance de la couverture vaccinale a provoqué la résurgence de certaines maladies contagieuses, particulièrement dangereuses pour les enfants. Eh ben, dis donc, ils ont la mémoire quand même assez courte. Il y a des épidémies de coqueluche aux États-Unis qui ont atteint des centaines d'enfants déjà vaccinés contre la coqueluche. J'ai déjà fait une présentation que j'ai traduite. C'était un cours donné par une docteure en épidémiologie qui avait expliqué, qui recensait en fait tous les cas où des populations entières qui étaient vaccinées contre la rougeole l'avaient quand même attrapé. Et des épidémies de polio dans le monde entier qui ont touché des milliers de personnes et qui pourtant étaient tous vaccinés. En 1993, il y a 100 infirmières des hôpitaux de Paris qui ont été atteintes de tuberculose. Elles avaient toutes reçu le BCG. Les infirmières, elles sont toutes méga vaccinées. Et les scientifiques du monde entier sont d'accord pour dire que les produits appelés vaccins seraient totalement inefficaces. Bon, j'en sais rien, hein, ça, bon. Mais qu'ils disent surtout qu'ils sont dangereux, responsables de sclérose en plaques, d'encéphalite, de méningite, de maladies neurologiques. Alors ça, par contre, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Qu'ils soient complètement inefficaces. Bon, c'est vrai que quand on voit le vaccin pour la grippe, bon, il couvre peut-être 40%, enfin il y a 40% qui en profitent, sachant que des grippes, il n'y en a pas qu'une, évidemment, c'est ce qui va se passer avec le Covid, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, parce que des Covid, il n'y en a pas qu'un. Et donc, par contre, des symptômes débilitants suite à certains vaccins, il y en a toute une flopée aussi, et il n'y a pas de retour non plus. Hein. Donc, côté épidémie, il me semble bien qu'on nous aurait menti depuis 50 ans au moins.
pour des raisons sordides et honteuses, en nous laissant croire notamment que les vaccins auraient déjà enrayé des épidémies. Alors qu'en fait, on a vu que la vraie des épidémies n'avait absolument rien à voir avec des campagnes de vaccination. Et bon, j'espère qu'avec cette histoire de Covid, on va se rendre compte que c'est peut-être pas non plus utile de se jeter sur un vaccin pour que ça s'arrête. Hein. En France, il y a en 1956, au moment où la campagne de vaccination contre la polio avait débuté, il y avait 1200 personnes qui avaient attrapé la polio. Et la France a connu plus de 4000 cas déjà en 1957, malgré que il y en a plein qui soient fait vacciner. Mais personne n'est capable d'expliquer pourquoi les épidémies de peste et de choléra du Moyen-Âge, qui a sévi donc en 1718 et en 1906, et plus récemment la scarlatine, sont arrêtées sans vaccin et sans décimer toute l'humanité. Hein. Bref, il y a pas mal de tentatives de protection qui ont été étouffées. Donc, tous les ans, des centaines de médecins adressent des pétitions au ministère de la Santé afin que cesse ce qu'ils considèrent être un véritable empoisonnement collectif n'ayant pour but que le profit et pas du tout la santé publique. Et donc, ces médecins dénoncent le fait que la quasi-totalité des médecins est dans l'ignorance totale des informations sur les vaccins parce que cette information, en France, passe entièrement par les laboratoires pharmaceutiques et qu'ils vont laisser à la disposition du public et même dans les publications que ce qui va favoriser l'étude va toujours être embellie, les résultats vont toujours être embellis. Donc, ceux qui savent indiquent qu'une vaccination n'est pas un acte banal et qu'un certain nombre de précautions sont de toute manière obligatoires. Et ça, c'est notamment conformément à l'arrêté du 28 février 52. Bon, alors, c'est vrai que j'aime bien en parler de celui-là. Il y en a qui vont dire, oui, maintenant, on ne peut plus l'utiliser, ça ne marche pas. Si vous la ramenez avec cet arrêté, on va vous rire au nez. Bon. C'est un arrêté dans lequel on dit que tout doit être vérifié avant de vacciner un enfant. Mais il n'y a jamais une seule vérification qui n'est proposée. Jamais. Bon, alors si on est vraiment pointilleux, coincé, on va dire, oui, si on s'en tient à la loi, le fait que jamais un enfant ne soit testé pour voir s'il peut être vacciné de façon sécurisée, c'est un crime à ce moment-là. Alors, c'est des éléments qui sont publics, notoires depuis au moins 10 ans, mais aucun scientifique n'est venu dire le contraire. Hein. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dire aux parents dont les enfants en sont morts ou juste réduire l'état de poupée qu'il est bon d'imposer l'inoculation de ces substances contre le gré des parents et des enfants. Moi, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il y a une lectrice qui m'a écrit, peut-être qu'elle est là aujourd'hui, j'en sais rien, elle m'a écrit pour me dire, voilà, je suis obligée de retourner travailler, j'ai un nourrisson, il faut que j'aille j'ai pas le choix, je vais devoir le faire vacciner pour qu'il aille à la garderie. Et je suis inquiète parce que mon premier-né, j'ai nettement vu la différence dans son comportement depuis qu'il a reçu, je ne sais plus quoi, comme rappel de vaccin. Donc, son premier est très proche de l'autisme, a beaucoup de difficultés comportementales. Il a tout le profil du gamin qui a subi cet excès d'accumulation de métaux et donc d'inflammation interne. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour le deuxième? Est-ce que j'ai le droit d'infliger ça aux petits, aux nourrissons, sachant que j'ai souligné ce qui se passe pour le premier? Et que du coup, c'est presque pour moi, je veux dire, je le sentirais comme dans l'assistance à personne en danger, de laisser faire ça, mais pourtant elle est coincée, elle n'a pas le choix, puisque c'est une obligation si elle veut continuer à travailler et si elle veut pouvoir le mettre à l'école, enfin à la crèche. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, hein? Genre, par exemple, vous avez, bon là, si je prends des exemples beaucoup plus criants, vous avez votre premier enfant qui est complètement handicapé suite à ces vaccins, mais comme personne ne veut reconnaître que ça a un lien de cause à effet,
Vous êtes obligé de vacciner le deuxième. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? S'il lui arrive quoi que ce soit, ça sera la faute de qui? Alors, moi, je sais pas, mais bon, j'étais embêtée parce que je lui ai dit, tout ce que je peux faire, c'est identifier les prédispositions de votre deuxième à avoir la même chose que le premier. Et il faut bosser avec, s'il faut trouver un pédiatre en qui on a un tout petit peu confiance et qui soit un peu moins débile et coincé qu'un crétin qui va à tout prix. Je sais pas, moi, dans ces cas-là, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. C'est quand même pas normal qu'on doit se retrouver en tant que parent avec des dilemmes pareils à vivre. Mais bon, normalement, vous avez la loi avec vous, puisque c'est arrêté du 28 février 52. Il dit qu'avant chaque acte vaccinal, il faut prendre toute précaution, c'est-à-dire procéder à un examen destiné à vérifier si le produit qu'on veut administrer à l'enfant n'est pas dangereux pour lui. Bon, maintenant, aujourd'hui, ils veulent absolument pas reconnaître que, enfin, pour eux, malgré tout ce qui se passe, non, il n'y a aucun lien. Par contre, bon, je ne sais pas, si vous pouvez mettre ça en avant, à ce moment-là, vous pouvez aller voir votre pédiatre et lui demander, ou vous pouvez faire pratiquer gratuitement les analyses suivantes afin de vous conformer à la loi. Hein. Il y a alors phorèse, immunophorèse, protéines sériques, radiographie pulmonaire, etc. Il y a énormément de choses à faire dans ces cas-là. Hein. Il y a des tests de dépistage, enfin, je veux dire, c'est énorme. Mais on va quand même essayer de vous intimider par tous les moyens, quoi qu'il arrive. Okay, normalement, vous devriez... Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire une analyse minérale des cheveux pour déjà identifier, bon, évidemment, si c'est un bébé qui est tellement petit qu'il n'a pas encore de cheveux. En général, les cas critiques apparaissent à partir de 18 mois. Donc, on peut imaginer qu'autour de 18 mois, le bébé a des cheveux quand même. Mais ouais, faire une analyse minérale de métaux, ça donne déjà une idée de ce qu'il a à l'intérieur. Et ça peut vous donner les moyens de dire, non mais vous vous rendez compte, son niveau de toxicité c'est ça. Est-ce que je vais vraiment prendre le risque de lui en rajouter? Est-ce que vous êtes garant? Qu'est-ce qui va me protéger et qu'est-ce qui va se passer? Qui est-ce qui va être responsable si à la sortie il se passe ça? Voilà, vous pouvez rappeler au pédiatre aussi que si par la suite votre enfant serait victime d'effets secondaires, vous déposeriez une plainte pour administration de substances nuisibles à la santé. Bon. Maintenant, je ne sais pas en France qui est autorisé. Je pense qu'il y a quand même... je pense que si personne ne dit jamais rien dans ces cas-là, il ne va jamais rien se passer. Là, j'ai dit à troupeau d'idiots, d'idiot et demi. Je sais que ça peut sembler laborieux quand on n'est pas habitué à voler dans les plumes d'un médecin, mais en nous traitant en troupeau d'abrutis, le gouvernement doit bien s'attendre à quelques représailles. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Qu'en est-il du serment d'Hippocrate? D'ailleurs, vous pouvez le rappeler à votre cher pédiatre. Vous n'avez pas fait un serment de ne jamais faire de mal, par hasard? Si besoin, mettez-lui sur le tapis, demandez à votre pédiatre de vous en rappeler le contenu. Ça veut dire quoi, au fait, déjà? Mais bon, après, tout ce qui vous reste, c'est de minimiser les risques. Donc, c'est à vous, parents, de protéger vos enfants, puisque la loi ligote les mains de votre pédiatre. Hein. Donc, c'est à vous de connaître les facteurs de risque afin de l'aider à personnaliser au maximum la façon dont votre pédiatre appliquera cette obligation vaccinale. Bon, c'est clair que si vous êtes coincé... Enfin, bon, je pense que il y a des histoires, si je me rappelle bien, j'ai vu passer des témoignages de mères qui avaient réussi quand même à mettre les enfants à l'école sans être vaccinés, rien qu'avec, elles en avaient des lettres du médecin qui disaient qu'il y avait des tests en cours. Tant qu'il y a des tests en cours, et puis il y a un test, je ne sais plus lequel, qui coûte une blinde à la Sécu, qui en général n'est jamais fait ou qui prend un temps fou à être fait. Et je pense que vous pouvez gagner du terrain et du temps avec des histoires comme ça, de réclamer des tests pour vérifier que. Et tant que vous réclamez ces tests pour vérifier que, personne ne peut vous obliger, personne ne peut vous empêcher à mettre votre bébé à la crèche
il faut que vous négociez. Il faut rentrer dans les plumes du directeur ou de la directrice de la crèche, hein, souvent. Mais déjà, choisissez un pédiatre, pas complètement débile. Ça commence par ça, quoi. Changez de pédiatre si le vôtre vous encourage à suivre ce programme vaccinal les yeux fermés. Mais madame, vous ne risquez rien. Ça, alors là, si vous entendez un type ou quelqu'un vous dire un truc pareil, mais vous fuyez, quoi. De toute façon, comme il n'a pas le temps, aidez-le à faire son travail d'investigation en identifiant vous-même les facteurs de risque qui peuvent rendre la vaccination dangereuse pour votre enfant. Parce que ce n'est pas une fois que c'est fait qu'il peut revenir en arrière. Encore une fois, je ne dis pas là que systématiquement ça va être dangereux pour tous les enfants, mais si vous vous retrouvez dans la même situation que la lectrice dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a vu les effets que ça fait sur son premier-né et qui se dit mais qu'est-ce qui va se passer sur mon nourrisson? J'ai un nourrisson là. Est-ce que je vais l'exposer à la même chose? Est-ce que je vais me retrouver avec 2 autistes à la maison? Ok. Donc faites vos devoirs. Vous devez rassembler vous-même les facteurs de risque qui rendent votre enfant vulnérable à la vaccination. Donc, votre enfant, il va être vulnérable si il est prédisposé à développer une maladie chronique. Donc, s'il enchaîne les otites, les problèmes digestifs, déjà à sa naissance, ça veut dire si vous lui avez refilé une magnifique candidose chronique, à cause d'une faiblesse immunitaire déjà existante. Bon, il n'a pas été allaité, par exemple. Sa mère avait fait des infections fongiques à répétition. Bon, ça, c'est le coup classique. Encore une fois, si vous allaitez votre bébé, normalement, déjà, il y a moins de risques qu'ils prennent tout dans les dents comme ça. Bien que j'en connais chez qui c'était le cas et qui, malgré tout, mais c'est déjà moins pire. Mais il y a surtout une prédisposition génétique. Il y a un des parents qui a eu des problèmes étant enfant, des maladies à répétition, en particulier des problèmes de comportement type TDAH. En général, c'est chez les garçons que ça se passe. C'est souvent les hommes qui ont un problème génétique qui fait qu'ils ont des problèmes de méthylation au niveau de leurs neurotransmetteurs. Et ça se passe de père en fils. Si vous avez que des filles, normalement, vous êtes beaucoup moins en danger. Enfin, elles sont moins en danger parce que c'est beaucoup moins les filles que les garçons qui ont ce genre de problème. Donc, le fait d'avoir des filles, déjà, c'est moins risqué. Mais vous avez beaucoup de risques si un ou les 2 parents ont un niveau élevé de toxicité aux métaux lourds. Donc, si déjà vous, en tant que parent, vous faites, faut aller se faire tester les métaux avec un test minéral des cheveux. Combien d'amalgames vous avez dans la bouche? Comment s'est passée votre grossesse? Est-ce que vous avez eu plein de médicaments? Est-ce que vous avez eu plein de problèmes? Enfin, déjà, si vous avez une magnifique candidose que vous avez refilée à votre bébé, qu'il est né par césarienne, que déjà il a eu des traitements, qu'avant son premier vaccin, ou avant, je ne sais même pas quand c'est que ça commence à se produire, mais dans sa première année de vie, il a déjà eu une totale. Il faut se débrouiller pour étaler quand même, lui donner l'occasion de remonter la pente un tout petit peu. Et puis, vous devez rassembler vous-même les facteurs de risque qui rendent votre enfant vulnérable. Et les facteurs de risque, c'est l'exposition aux toxines environnementales, donc plomb, aluminium, glyphosate, mercure principalement. La santé de la maman, évidemment. Est-ce qu'elle a été vaccinée contre la grippe? Alors là, en général, c'est le Pactol. Est-ce qu'elle avait des infections fongiques à répétition? Est-ce qu'elle a pris des médicaments contre le déficit d'attention? Est-ce qu'elle a pu arrêter de fumer et de boire? Est-ce qu'elle est cœliaque? Est-ce qu'elle a eu son bébé après 40 ans? Tout ça, c'est à prendre en considération. Okay. Et puis la santé du bébé. Est-ce qu'il a tendance aux allergies, à l'eczéma, aux problèmes digestifs, aux rhumes et aux otites à répétition? Si c'est le cas, il faut faire extrêmement attention. Ça veut dire qu'il est déjà inflammé. Ça veut dire qu'il y a une goutte qui peut faire déborder le vase. Alors, si vous savez que vous ne pouvez pas passer au travers du calendrier vaccinal et que votre enfant n'a pas les vulnérabilités dont je viens de vous parler, vous pouvez aussi l'aider à supporter tous ces vaccins. Et sa protection va dépendre de votre capacité à correctement évaluer ces vulnérabilités. Si vous avez un doute, refusez tout vaccin jusqu'à ce qu'on vous donne une solution. Alors bon, moi j'ai envie de vous dire, si vous devez retourner travailler, retournez pas travailler. C'est tout. Je veux dire, trouvez un moyen. Il va certainement y avoir des trucs à faire. Ne mettez pas votre bébé à la garderie et puis c'est tout. Vous avez un gros doute? Moi je ne sais pas, mais entre aller travailler, comment on peut aller travailler l'esprit tranquille
et se dire que pour aller travailler, il faut exposer son nourrisson à la possibilité d'avoir des problèmes aussi graves que les problèmes de TDAH lourd / autisme. Je veux dire, non, non. Je veux dire, en France, en plus, on est tellement assisté, on a tellement d'allocs en tout genre, en machin, en truc, on peut tellement facilement se faire porter pâle, ou je ne sais pas s'il y a moyen de faire durer un congé de maternité, mais, ou alors se débrouiller pour que ça soit le père, ou refiler le bébé à quelqu'un d'autre, mais trouver un moyen, mais pas le donner à le garder à la maison et le faire garder par quelqu'un, mais c'est tout, quoi. Donc, de toute façon, il faut allaiter son bébé au moins 6 mois. Voilà, c'est le minimum syndical. Ça arrange beaucoup de choses. Ne pas lui donner de sucre, limiter sa consommation de fruits, de compotes, etc. Mais c'est ce qu'on peut leur en balancer. Et puis, il y a beaucoup de sucre caché dans les, dans les compotes. On n'y pense pas, il y a ce fructose. Et puis, il faut déjà lui épargner les médicaments, oui, et puis les aliments industriels. Moi, j'ai vu des trucs atroces en Chine. Je me rappelle, je le vois encore comme si c'était hier. Un bébé, c'est marrant, on était sur un parc d'attractions à Hong Kong, et puis il y avait ses parents là qui étaient avec leur bébé. On était dans un funiculaire qui montait en haut du parc. Et ils avaient ce bébé dans son petit bassinet de bébé, là. Et ils étaient en train de le faire boire directement à la canette d'un coca. J'étais, moi, là, mais j'y crois pas. À la canette, au coca, quoi. Le bébé Bébé, voilà, un bébé au coca. Enfin bon, les Chinois, on voit tout. Hein. Ils sont très, très forts. Mais bon, je pense que ce bébé-là, il doit avoir sa dose d'aliments industriels en même temps au passage. Il y a la protection aromatique. Alors, c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, déjà, il faut éviter le maximum de médicaments parce que les médicaments contiennent des métaux. Donc, si déjà vous avez les bons réflexes qui évitent d'emmener votre bébé dans une salle d'attente, surtout en ce moment, avec ces histoires de Covid, de contamination, etc., il y a plein d'occasions de ne pas y aller. Il y a plein d'occasions de faire des choses à la maison qui sont de toute façon efficaces, qui vont fonctionner. Et si vous suivez ce que j'explique en général sur ce qu'il faut faire avec les bébés, vous savez qu'il n'y a aucun risque si vous ne faites jamais avaler une huile à un bébé. Et si vous savez les diluer, donc prenez aussi l'habitude de diffuser une des nombreuses huiles essentielles qui soutiennent l'immunité des enfants dans la maison, mais dans sa chambre aussi. Hein, vous pouvez identifier facilement sa préférée. Les préférés chez les gosses, c'est souvent le citron, l'orange et la bergamote. Hein, je dis ça comme ça. Prenez l'habitude de masser votre bébé avec des huiles essentielles comme le néroli par exemple et le citron. Hein, après le bain, vous mettez une goutte, vous mettez un flacon, vous mesurez une bonne cuillerée à soupe d'huile et vous mettez une goutte d'huile essentielle là-dedans, dans une huile d'amande douce, et puis vous lui massez le bidon, vous lui massez le ventre, vous lui massez les petons, vous lui massez les mains, ok. Rien que l'index chez un tout petit, ça couvre tout le corps, c'est énorme. Il faut les masser, ok. Et ça agit à tous les niveaux et ça peut leur faciliter l'évacuation des cochonneries. De toute façon, chaque huile essentielle est antioxydante, donc travaille sur l'évacuation des métaux lourds et protège leur ADN. Donc, il faut leur en mettre, ok. Si votre enfant va à l'école, bon, il faut prendre l'habitude de leur mettre des huiles pour le moins de bobos. Bon, là, l'autre jour, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je leur dis d'utiliser des petits machins comme ça pour aller se calmer, protéger leur muqueuse, utiliser ça plutôt qu'un truc industriel pour se déboucher le nez. On met une huile comme l'eucalyptus radiata ou du citron pour aller déboucher le nez dans des petits inhaleurs à faire à la maison. Donc, il y a plein de choses à faire pour agir avec des huiles essentielles au moindre bobo, au moindre signe, et vous enrayez tout le temps. Prenez l'habitude de masser le bébé avec un mélange aromatique qui protège son organisme en fonction de la saison surtout quand il y a des risques de contagion, comme en ce moment.
Il y a plein de trucs à faire. Là, je donne quelques suggestions. Bon, moi, je suis restée très générale dans mes explications là parce que tous les enfants sont différents. Hein. J'aime pas vous laisser croire que tel ou tel mélange, c'est ce dont ils ont absolument besoin, alors que moi, je les connais pas. Hein. Je suis pour faire du sur-mesure, de chez sur-mesure. Par contre, vous pouvez apprendre à utiliser certaines huiles que les enfants préfèrent et qui leur font du bien. Pour les bobos, les douleurs des enfants, je vous renvoie à mon livre Histoire de femmes, il y en a pas mal là-dedans. Si déjà vous avez le bouquin, vous avez plein de choses déjà qui va couvrir votre grossesse, votre allaitement, votre accouchement, etc. Et là, vous allez vous protéger en amont de ce que vous pouvez refiler à votre bébé pendant la grossesse et après. Hein. Donc, les huiles favorites. Eucalyptus radiata, lavande aspic, citron, néroli, mandarine verte, lavande vraie. C'est basique. Hein. C'est des choses que vous pouvez facilement mettre dans des inhalateurs comme ça, que vous pouvez diffuser. Allez pas mettre ça à sec sur la peau d'un bébé. Apprenez à correctement diluer. Bon, surtout quand c'est un tout petit, il faut pas. C'est pas parce qu'il y a des risques de toxicité, c'est pour pas risquer d'irriter la peau, hein, parce qu'on veut pas lui mettre ça dans la bouche, jamais. Hein, on va lui mettre ça, on lui faire rentrer en transcutané. On peut lui faire des suppos. Bon, ça, c'est quelque chose que je décris dans du matériel approprié. Mais dans tous les cas, ne jouez pas à l'apprentie sorcière, ne leur faites pas avaler, encore une fois, mais apprenez à les utiliser correctement. Et vous avez plein de sources pour ça, comme ce truc idiot, là, le bobo des enfants, c'est un cours que j'ai enregistré en vidéo qui vraiment vous apprend la base, qui vous apprend à avoir les bons réflexes, à savoir exactement comment diluer, pour quel âge, dans quelles circonstances, etc. Partout. Sinon, il y a encore un peu plus pointu, c'est celui-là, il y a le pack des bobos des enfants, qui en plus, bon, est à seulement 97 € le 442. Si vous voulez acheter tout séparément, ça vous fait 442. Donc, il y a 4 cours en vidéo, dont les bobos des enfants dedans. Il y a là tous les bases, donc les vaccins, l'allaitement, etc. Et ça, surtout, ça vous donne accès à Aroma Promini. Et donc, une fois que vous avez Aroma Promini, vous avez accès à tous les coachings communs d'Aroma Pro. Et ça, c'est énorme parce que tous les mois, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez poser vos questions. Vous avez des questions de cours, vous avez des questions relatives à comment vous vous occupez de vos bébés. Vous pouvez me les poser directement grâce à ça. Il y a énormément de choses qu'il faut apprendre à faire et il faut se lancer et il faut le faire parce que tant que vous n'avez pas découvert à quel point c'est facile et simple, vous ne vous lancez pas, vous ne le faites pas, vous ne prenez pas de bonnes habitudes. Et encore une fois, si vous voulez réellement protéger vos enfants, il faut leur éviter la toxicité et c'est le nœud, c'est le début de tout. Hein, c'est par là qu'il faut commencer. Et voilà, et comme on ne peut pas forcément éviter les vaccins, il faut se baser sur tout le reste. Il faut limiter au maximum tout ce qui peut intoxiquer vos bébés, vos enfants, là où vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire via les vaccins. Okay. Voilà, ça en avait fait le tour. C'est ce qu'il fallait que je vous dise impérativement. J'espère que ça va vous ouvrir un petit peu la comprenette par rapport à ça et vous donner des orientations d'action. Là, on peut passer aux questions-réponses.